Bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et vous savez, on est habitué de recevoir des vedettes de notre MRC ou de notre coin de pays. Cette semaine ne fera pas exception car on reçoit Nancy Guillemette, députée de la Coalition Avenir Québec pour notre MRC et notre région, notre secteur, notre comté en fait. Bonjour Nancy, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Toujours agréable de venir discuter avec vous. Et merci à toi parce que quand on t'appelle, tu es toujours disponible, on réussit toujours à s'arranger pour en parler. Bien sûr, on est dans une période pas évidente. Hein? On le sait, depuis mars, le COVID frappe, en particulier très fortement durant la deuxième vague dans notre région. J'imagine que pour toi, tu sais, au départ, quand tu te lances en politique, tu ne penses pas que ça va arriver. Votre parti ne pense pas ça non plus. Mais vous devez gérer pour tous et il y a des décisions qui sont prises. Il y en a qui font l'affaire de certains, qui ne font pas l'affaire de d'autres. C'est quoi l'ambiance en ce moment pour travailler? Ça doit tu dois avoir noté une grosse différence à quelque part, non? Oui, c'est sûr. Mais de prime abord, je te dirais, pour répondre au début de ta question, on est mieux de ne pas le savoir au départ parce que on aurait manqué de souffle, je pense. Ou peut-être qu'on aurait dit non. Donc, c'est correct qu'on ne le savait pas au début. C'est sûr que le travail, si je ne pense qu'au bureau de comté, a changé du tout au tout à partir du 13 mars, quand on a confiné et on est retourné dans nos comtés. C'était une autre manière de travailler. On a eu des appels, je vous dirais, c'était 24 heures sur 24. Ça rentrait par Facebook, le courriel, le téléphone. Il fallait être très, très vigilant pour ne pas échapper personne. On ne voulait pas échapper personne. Et j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire dans mon bureau de comté. Donc, on a mis des mécanismes en place. Et je crois pas qu'on ait échappé personne. Bien, j'espère, parce que les gens l'oublient, mais tu sais, quand tu es en politique, là, c'est un travail qui est 24 heures sur 24. Là. Quand il y a un problème, c'est là, c'est maintenant, puis c'est une urgence. Oui, et surtout au début de la pandémie, c'était vraiment l'inconnu pour tout le monde. Là. On n'avait pas, on n'a toujours pas de cahier de charge, mais c'était encore plus insécurisant, je vous dirais. Donc, on a géré. Moi, j'ai passé des samedis soirs au téléphone avec des gens pour essayer de diminuer l'anxiété. Puis, j'ai dans mon équipe des gens qui sont des anciens intervenants, des anciennes intervenantes. Donc, on avait le bagage pour aider ces gens-là. Mais j'ai des collègues députés et ministres qui, eux, dans leur cabinet, n'avaient pas des gens qui venaient du milieu, je dirais, communautaire ou des ressources humaines. Okay. Donc, ils étaient peut-être moins bien outillés là, pour aider leur population. Donc, il a fallu qu'ils se trouvent des mécanismes, puis on a mis tout le monde l'épaule à la roue et, en tout cas, ça semble bien rouler. Oui, c'est ça, parce que vous aviez des décisions à prendre. Vous en avez pris. Ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde. On entend souvent plus les critiques que les gens qui sont contents. Là. Malheureusement, c'est la vie quand on est en politique. Donc, il y a eu à avoir des chocs parce que, comme tu dis, il n'y a pas de protocole. Là. On ne sait pas quoi faire. On y va à tâtons. Puis, la population, j'imagine, a de la difficulté à vous donner le droit à l'erreur parce que c'est vous qui prenez les décisions. On considère que vous avez toute l'information, mais la réalité, c'est qu'on ne la sait pas encore. Et même les spécialistes en santé, ils ne sont pas toujours d'accord. La science évolue avec le virus, à quelque part. Oui, tout à fait. Puis des fois, on avait une décision qui se prenait. On nous disait, bon, OK, à 11 h ce matin, on va annoncer telle chose. Puis à 10h30 ou même des fois 11h moins 5, on avait un courriel disant « Ah non, finalement, c'est pour ça qu'on annonce, c'est d'autres choses. » Puis des fois, on l'apprenait en direct parce que il y avait eu des ajustements avec la santé publique parce qu'on sait que ce n'est pas des décisions politiques, c'est toujours des décisions de la santé publique. Nous, on aurait peut-être été des fois sur certaines choses un peu plus soft, mais... c'est toujours en consultation avec la santé publique. Fait que, il y a des choses qui se faisaient très, très rapidement. Et encore aujourd'hui, il y a des choses qui se font très, très rapidement. On va faire du pouce là-dessus, en ce sens où on voit qu'un des plus gros problèmes, bon oui, les gens sont confinés, la majorité des gens respectent bien, j'ai l'impression, les mesures. En tout cas, moi, quand je me promène, on voit ça, mais il reste qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas. Mais ça a amené une autre problématique, ou le doigt sur une autre problématique, qui est la santé mentale. On sait que c'est un problème qui est criant, qui l'était déjà avant. Là, vous avez fait des beaux investissements en santé mentale. J'imagine que le COVID vous a incité à faire ça ou c'était déjà dans les cartons avant, je ne sais pas? Bien, c'était déjà dans les cartons avant parce que nous, quand on est arrivé, en fait,
il n'y avait pas de liste d'attente. On ne savait pas on avait combien de gens dans le réseau qui étaient en liste d'attente. Donc, nous, on a mis ça en place pour se rendre compte qu'il y avait 23 000 personnes sur une liste d'attente. Puis là, on a fait « aïe, aïe, il faut faire quelque chose ». Donc, on avait réussi à baisser les listes d'attente à 16 000 personnes. Quand même. Avec des investissements, on a mis un 30 millions, un 90 millions. Et là, pendant la pandémie, on a rajouté un 100 millions. Puis ça prend. Mais puis l'autre problématique, c'est qu'on a beau mettre de l'argent, c'est que ça prend des gens pour occuper ces emplois-là. Ça en prend des psychologues, ça en prend des intervenants sociaux. Oui. Puis en fait, la seule porte d'entrée, c'était psychologue et psychiatre. Nous, ce qu'on veut faire avec le projet PQ-PTM, c'est de donner accès à de l'autogestion via les organismes communautaires, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés. Il y a plein d'autres types d'emplois que les psychologues ou les psychiatres. Parce que même demain matin, si on dirait on met tout ça gratuit, puis aller chez le psychologue, il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. On aurait quand même une liste d'attente. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Oui, c'est ça. Puis d'autres intervenants peuvent aussi bien agir. Là. Moi, je connais des travailleurs de rue qui faisaient déjà ce travail-là auprès des gens en difficulté. Maintenant, ces gens-là peuvent aider aussi monsieur et madame tout le monde dans son quotidien. Là. Tout à fait. Et puis, dans chaque territoire au Québec, il y a des organismes communautaires qui sont merveilleux, qui offrent des services. On ne connaît pas leurs services, donc il va falloir les inclure dans notre continuum de services aussi, ces organismes-là. Oui, puis des fois, il y a des... Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais les gens veulent que ça arrive vite, mais c'est plus complexe que ça, là. Oui, mais je ferai un petit aparté là-dessus. Oui. Aujourd'hui, le 19 novembre, c'est la 7e journée québécoise de la santé et du bien-être des hommes. Ah, OK. Et on sait qu'un homme, quand ça demande de l'aide, bien, c'est souvent parce que l'élastique est au bout. Oui. Il ne faut pas attendre dans 2-3 semaines. Puis il y en a beaucoup qui ne demandent pas l'aide puis que ça les pousse vers le suicide. Là, on voit les statistiques. Là. Exactement. Donc, il faut trouver des moyens pour qu'ils aient une réponse rapide. Puis ensuite, on pourra commencer un traitement. Oui. Mais il faut du premier coup de téléphone avoir une réponse rapide à leur offrir. Efficace. Oui, tout à fait. Bon, bien, il ne faut lâcher pas parce que ça ne doit pas être évident. Bon, maintenant, on va essayer de parler de bonnes nouvelles. Oui. Parce que là, on en parle tout le temps du COVID, et là, j'ai le goût aussi de parler d'autres choses. Il y a des bonnes nouvelles, entre autres, bien, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, c'est les investissements à l'hôpital de Rebond-Mistassini. On sait, bon, il y a eu des problématiques, il manquait de personnel, entre autres en obstétrique, le bloc opératoire, ça attendait, mais là, ça a l'air de tout vouloir se régler, tout ça. Bien, en fait, oui, il y a un comité qui a été formé. On a travaillé très fort là-dessus. On a eu une collaboration vraiment extraordinaire au niveau du CIUS, de Mme Labbé, de Dr Aubin, Pascal Cloutier, le maire de Dolbeau-Mistassini. Au niveau de la MRC, on s'est assis ensemble avec les employés et trouvé des solutions. Donc, on a réouvert obstétrique, pédiatrie et aussi également l'oncologie. Et là, on a vraiment sur le terrain pour le bloc opératoire de Dolbeau-Mistassini, de l'hôpital, des choses qui commencent à bouger. Fait que là, on sent là, que ça s'en vient, là, ça s'en vient. Parce que je sais que la communauté avait peur à un moment donné, quand il y a eu les regroupements dans l'intérieur, la création du CIUS de M. Barrette, de perdre un peu d'autonomie. On l'a senti un peu au début, mais là, on sent que c'est en train de revenir. Oui, et en fait, moi, je me suis assurée que le bloc opératoire de Dolbeau-Mistassini faisait partie du projet de loi 66 pour l'accélération des travaux. Donc, les nouvelles sont bonnes, puis j'ai vu que ça bougeait sur le terrain, fait que je suis très encouragée de ça. Wow, super, on est content, on est content. Noël s'en vient, ça va être un Noël particulier. On sait qu'on a eu une année 2020 troublante, je ne sais pas comment la qualifier. Maintenant, on est dedans, elle achève, Noël s'en vient. On sait qu'aujourd'hui, vous allez annoncer les mesures pour comment ça va se passer dans le temps des fêtes. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler parce qu'il y a des gens dans le besoin chaque année pour Noël. On sait les soupes populaires. Normalement, il y a la guignolée des médias pour les aider, etc. Cette année, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais tu t'es investi pour être certain que personne, dans les paniers de Noël ou dans des peux-tu préciser, là, j'ai peut-être pas les bons termes? Ben oui, en fait, quand on a vu arriver ça, on s'est dit, mon Dieu, les paniers de Noël, il n'y aura pas de guignolée. On a su par après qu'on, selon certaines mesures, on pourrait faire une guignolée, mais on en convient qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont des personnes plus à risque. Donc, je me suis investie et il y a un comité qui a été formé, et merci Maria Chapdelaine, il y a un autre dans le domaine du roi, avec des intervenants du milieu, puis on a injecté des sous. Donc,
pour pas qu'on ait besoin de faire de guignolés, mais que tout le monde ait son panier de Noël, parce que cette année, ça va être une grosse année. Donc, il y aura peut-être même... On ne veut pas qu'il y ait même... de laisser pour compte, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des situations précaires en ce moment. Oui, pas du tout. Tu sais, comme tu le disais, 2020, c'est une grosse année. Je pense que ça va être une année qui va passer à l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Puis moi, je voulais donner du réconfort aux gens aussi. Donc, je me suis alliée avec les MRC et les gens du milieu. Les organismes communautaires, encore une fois, on ne le dira jamais assez, qui sont sur le terrain puis qui soutiennent nos populations, bien, ils ont répondu présent à mon offre. Puis on va avoir aussi la caserne du Joie ici avec les pompiers. Oui. Donc, fait que les enfants ne seront pas oubliés. Bien, je voulais aussi que les enfants, parce qu'il n'y aura pas de dépouillement de Noël, de Kiwanis ou peu importe, là, avec les Chevaliers de Colomb cette année, mais je voulais m'assurer que tout le monde puisse avoir une petite surprise puis un petit quelque chose. C'est très, très généreux parce que Noël, bon, on sait, normalement, c'est festif, mais on sait que pour certaines personnes, c'est lourd à porter Noël, soit que c'est les gens seuls ou les gens qui ont plus de difficultés et ne peuvent pas nécessairement toujours faire de belles fêtes de Noël. Fait que ça, je pense que c'est le bienvenu pour ces familles-là. Oui, et je pense que aussi pour les familles, pour les enfants, je pense qu'il faut mettre un peu de gaieté dans le cœur de tout le monde, nous aider à passer cette période-là. La pandémie, là, on ne la vivra pas pendant 2-3 ans, mais disons que quand on l'a vécu en mars, on disait « Ah, l'été s'en vient, on va être dehors, ça va être le fun. » Là, on voit arriver janvier, février. Moralement, je pense qu'il faut donner un petit peu d'air aux gens, puis un petit peu de bonheur. Oui, absolument. Puis on va essayer de travailler d'autres projets avec les résidences de personnes aînées, peut-être les écoles aussi, pour donner du petit bonheur, au quotidien. Je voulais qu'on parle aussi des proches aidants. Vous avez investi aussi dans les proches aidants. C'est quoi l'importance des proches aidants que ça a dans la région ici? Bien, en fait, c'est dans la région ici, mais c'est pour tout le Québec. La ministre Marguerite Blais a déposé il y a 3 semaines le projet de loi 56 sur le premier projet de loi sur la reconnaissance des proches aidants. Okay. Donc, et on a investi 100 millions pour le soutien à domicile. Donc, c'est lié, c'est interrelié. Et les proches aidants, c'est essentiel pour les personnes âgées, mais pour aussi les personnes en déficience, en perte d'autonomie, les personnes en difficulté. Ils sont vraiment, vraiment importants, les proches aidants. Les gens le font par amour, mais à un moment donné, c'est difficile à porter sur le moral, sur les finances, sur l'ensemble de la vie, là. Mais la caractéristique des proches aidants, parce que j'ai fait partie de la commission, de ce qui m'a étonnée, c'est que la majorité des proches aidants ne se reconnaissent pas comme étant un proche aidant. Okay. Parce que pour eux, c'est naturel de t'occuper de ta mère, de ton père, de ta fille. Donc, les gens qui sont proches aidants, souvent, ne se reconnaissent même pas comme étant des proches aidants. Non, puis moi, je l'ai vécu une courte période. Ma mère est tombée malade. Bon, elle est malheureusement décédée au bout de 3 mois, mais c'était un 3 mois qui va rester marqué dans ma vie parce que, moralement, c'est extrêmement difficile. Puis c'est vraiment, je pense que ces gens-là ont besoin d'aide. Là. Quand ça fait des années que tu es proche aidant, là, ça pèse sur la santé mentale, à quelque part. Tout à fait. Donc, on a annoncé 100 millions. Et pour les organismes communautaires qui viennent, les ESSAD qu'on appelle, là, ceux qui viennent offrir des services au maintien à domicile, mais aussi via le chèque emploi-service, des gens qui pourront s'offrir plus de services, qui pourront bonifier les salaires aussi. On va bonifier le salaire de ces préposés-là de 14 à 16 soit de 1,75 Parce que ça prend aussi des gens. Là, on revient toujours à cette problématique-là de la pénurie de la main-d'œuvre. Parce que ça se peut, c'est qu'à un moment donné, on a beau avoir des solutions, si on n'a pas de gens pour les appliquer, ça devient problématique. Tout à fait. Puis au niveau des ESSAD, justement, là, comme ici, c'est la coopérative de solidarité d'aide domestique. Oui. Bien, ils ont beaucoup de demandes, mais c'est pas tout le monde. Puis c'est une vocation aussi, là, d'aller prendre soin de quelqu'un chez lui, de lui faire à manger. Tu sais, c'est pas tout le monde qui donne des soins, mais il y a aussi les aides de service, là. Donc, c'est vraiment une vocation. Puis même si on disait, demain matin, on remet un autre 100 millions, on n'a pas de monde. Non, c'est ça. C'est pas l'argent qui manque, c'est la main-d'œuvre. Exactement. Exactement. On a formé des préposés aux bénéficiaires en 3 mois. Bien, on s'entend qu'on ne peut pas former une infirmière en 3 mois, un enseignant en 3 mois. Fait qu'il y a des types d'emplois comme ça on a un vrai gros manque de main-d'œuvre. Donc, il va falloir trouver des solutions.
On a vu avec, tu parlais des enseignants, mais je veux parler un peu d'éducation. On a vu le premier ministre Legault qui a dit ce qu'il voulait le moins, c'est de fermer les écoles, donc l'importance pour les jeunes. On le voit, là, nous, on est en ligne. Moi, je suis enseignant au cégep, on est en ligne, c'est pas nécessairement évident. Pourquoi c'est si important de garder les enfants dans les écoles en ce moment? Parce qu'il y a un risque aussi de contamination à quelque part? Oui, mais ce qui est dur dans les décisions qu'on prend, c'est toujours la balance. La balance. C'est toujours l'équilibre. C'est important que les écoles restent ouvertes pour la santé mentale des enfants. C'est important que les écoles restent ouvertes aussi parce que il faut qu'ils continuent à apprendre, ces enfants-là. Il faut qu'ils socialisent. Il faut... On détecte certaines choses. Hein, quand il y en a qui ont été confinés, bien... Puis l'autre chose aussi, j'imagine, c'est que si on enlève les enfants des écoles, on enlève aussi de la main-d'œuvre sur le marché. Donc, pour l'économie, ça pourrait être néfaste aussi, j'imagine. Est-ce que ça... Bien, oui, mais je vous dirais que c'est pas... C'est pas ce qui pèse dans la balance? Non, non, pas du tout. C'est pas ce qui pèse dans la balance. C'est surtout pour le bien-être de l'enfant, là. Puis, bien, bon, vous le savez, au cégep, à l'université, notre sentiment d'appartenance envers notre groupe, envers moi, je pensais beaucoup à ceux qui n'ont pas eu leur balle de secondaire 5, mais aussi à ceux qui changeaient, ceux qui sont rentrés en secondaire 1, ceux qui c'était leur première année de cégep. Oui. Tu sais, c'est l'inconnu, tu as besoin de te sentir... Ils n'ont pas vécu ça. Là. Oui, je le dis souvent aux jeunes. On le disait encore hier en formation. On donnait une formation à des jeunes secondaires pour les inciter à venir à notre cégep. Puis, au-delà des cours, ce qui est le plus extraordinaire dans un cégep, c'est la vie collégiale. Oui. Puis là, bien, c'est zéro en ce moment. Là. Fait que c'est certain que ça doit être difficile. Oui, mais c'est pour toutes ces raisons-là que c'est la dernière chose qu'on veut faire, de fermer les écoles. Attends. Nancy, on sait que tu as travaillé sur des commissions, 2 commissions en particulier, une sur l'exploitation sexuelle et une autre sur l'avenir des médias. Là, je pense que c'est en train de terminer, que vous allez remettre vos rapports. Je ne sais pas si tu peux me parler de ces 2 commissions-là à laquelle tu as participé. Oui, bien en fait, on remet la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, qui était présidée par Yann Lafrenière, oui. Et qui maintenant c'est Lucie Lecourt. Pour terminer le mandat de Yann, on remet notre rapport première semaine de décembre. Okay. Et sur le comité de travail sur l'avenir des médias, on remet également notre rapport en début décembre. Donc, c'est 2 commissions importantes parce que la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est une commande du premier ministre. Donc, moi, je sais qu'au départ, quand on s'est rencontrés dans les premières fois, tu voulais travailler là-dessus. Oui, je voulais travailler là-dessus, mais il y en a beaucoup qui voulaient travailler là-dessus aussi. Donc, j'étais vraiment contente quand on m'a interpellée à ce niveau-là. Puis l'avenir des médias est importante aussi. On le voit, là, je ne veux pas faire du pouce sur les élections américaines, mais comment l'information, puis de bien s'informer, c'est important, avoir l'esprit critique face à ça, puis de faire confiance en nos médias, qui sont en difficulté, les médias au Québec, quand même, il faut le dire. Oui, puis qui plus est en région. Hein? Oui. En région, c'est de plus en plus difficile, mais c'est notre démocratie aussi qui en dépend. On a l'enjeu des GAFAM. Oui, vraiment. Donc, là, je pense que le gouvernement fédéral est en train de vouloir travailler là-dessus en espérant que ça... Bien, c'est ça. Puis ça, c'est un enjeu qu'on ne peut pas travailler unilatéralement. Là. On ne peut pas faire quelque chose de Québec puis que les autres n'embarquent pas. Mais on a fait des recommandations et des observations qui tiennent la route, qui sont quand même assez fortes. Okay. Donc, on va... Ce que je comprends, c'est que tu ne peux pas m'en parler. Non, je ne veux pas briser le secret parlementaire, mais les gens, je pense qu'ils vont être contents de ce qui s'en vient. Je vais te poser une sous-question d'abord. Oui. Est-ce que toi, c'était la première fois que tu travaillais sur ce genre de commission parlementaire-là? Oui. Comment tu as trouvé ça? Parce que c'est là que ça se passe, la politique. Là. Nous, ce qu'on voit comme citoyens, souvent, ça va être ce qu'on voit au canal de l'Assemblée nationale, les débats en chambre. Ça, c'est plus la politique spectacle. Mais où le vrai travail politique se fait, c'est là, c'est en commission parlementaire. Oui, parce que ça, c'est des comités apolitiques. Ouais. On est tous les partis politiques ensemble et on travaille sur une même cause. Donc, c'est là que c'est intéressant, puis c'est là qu'on peut faire cheminer des dossiers aussi. Ouais. Là. Fait que moi, j'ai beaucoup apprécié le contact de tous les collègues.
Oui, c'est moins lacrimonieux qu'en chambre, dans le sens que la réalité, c'est que vous vous détestez pas, là, vous avez à travailler ensemble, mais vous avez des allégeances différentes. Ben oui. Tout. Exemple, pour la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs, on a été à Val-d'Or, en autobus, toute la gang ensemble, à Montréal. On a vécu 2-3 jours dans les hôtels, on dînait, on soupait ensemble. Fait que, tu sais, il y a une convivialité aussi, là. On n'est pas... ce qu'on voit au Salon Bleu, là, c'est pas la réalité, là. Puis moi, je me rappelle de Denis Trottier, ancien député ici, qui me disait... Il y a des gens que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié de d'autres partis, plus que des gens de mon parti avec qui je n'étais pas capable de m'entendre. Bien, c'est comme dans la vraie vie. Des fois, on a plus d'affinité avec un qu'avec l'autre. Donc, oui, on a des amitiés un peu partout. Puis, c'est correct comme ça aussi. Oui, moi, je pense que oui. Et là, après ça, là, tu viens de terminer ces 2 commissions-là. C'est quoi tes projets pour 2021? Est-ce que tu sais si tu as d'autres commissions en vue, s'il y a d'autres choses sur lesquelles tu veux travailler, autant pour le comté que pour le parti ou le Québec, en fait? Bien, en fait, j'ai eu une invitation du collègue Jean Boulet, ministre du Travail et des Services sociaux, pour travailler sur le plan d'action gouvernementale en action communautaire. Wow. Donc, on a entendu une vingtaine de groupes dernièrement. Il nous reste 4 groupes à entendre et là, on va travailler sur le futur plan d'action gouvernementale. Moi, j'étais vraiment contente d'avoir cette invitation-là aussi parce que les organismes communautaires, ça me tient à cœur. Tu viens du communautaire, puis tu comprends la réalité, puis ça doit être... En fait, ça va être une force pour toi comme député, j'ai l'impression. Oui, c'est sûr. Et on n'est pas beaucoup qui viennent du milieu communautaire, donc j'apporte quand même des bons arguments et j'ai bien hâte de voir. Et il y a tellement de belle ouverture que... De prime abord, je ne m'attendais pas. Okay. Donc, j'ai bien hâte de voir les résultats de notre travail qui sont prévus pour le printemps 2021. Parce que des fois, il y a une bonne différence entre intellectualiser un problème puis le vivre sur le terrain. Puis toi, tu as la chance de connaître le terrain parce que quand tu es juste dans les livres, c'est souvent des belles théories, mais ça s'applique des fois difficilement sur le terrain parce que la réalité est particulière d'une personne à l'autre. Oui, et quand on parle des organismes communautaires, on est en action communautaire autonome. Okay. Et il faut respecter le autonome. Oui. Donc, cet enjeu-là, il faut l'adresser aussi dans notre plan d'action. Là. Et c'est quoi c'est quoi, selon toi, la problématique la plus criante au niveau des organismes communautaires? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est bien, c'est sûr que ce qu'ils nous ont parlé beaucoup, c'est le financement, qui sont beaucoup par projet présentement. Ils voudraient plus un financement à la mission. Donc, encore là, il faut y aller avec une notion de balance, d'équilibre. Mais ils ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. Dans les organismes communautaires, c'est surtout avec la pandémie, là, on le voit encore plus. Il y a des organismes communautaires qui maintenant ont des listes d'attente, chose qu'on ne voyait pas avant. Là. OK. Donc, c'est ça. Oui, ça fait une belle grosse année pour toi, là. Okay. Est-ce que tu commences à être plus à l'aise avec toute la mécanique? Là, on sait que les premières fois, tu me disais, j'ai beaucoup à apprendre. Est-ce que tu sens que tu es plus en contrôle de ton travail? Oui, bien là, après 2 ans, j'ai fait le tour de pas mal tous les dossiers, là, de toutes les façons, les procédures. Donc là, je sais où je m'en vais, là. Tu sais où tu t'en vas. Ouais. Et pour... est-ce qu'on a d'autres projets pour 2021 qui s'en viennent que tu voudrais parler ou sans annoncer des choses, mais des problématiques que tu constates dans le milieu, que tu te dis, ça va falloir un jour que je m'attarde à ça ou que j'investisse du temps? Ou... Bien là, on va avoir des annonces ici, en tout cas, je l'espère prochainement, au niveau du soutien aux aînés, des résidences personnes aînées. Ça, c'est une grosse problématique en ce moment. Je pense que la pandémie a mis le doigt sur une problématique qui était latente puis qui allait exploser d'un moment à l'autre. Là. Oui. Bien, même on l'a vu au niveau des services de soins. Notre milieu, notre CIUS est mal en point. Là. On a des renforts qui s'en viennent et je suis très contente de ça là, parce que... Mais on le savait qu'il y avait des lacunes, mais disons que ça a été exacerbé par la pandémie. Nous, ce qu'on a fait, on a remis dans chaque CHSLD une direction. Donc, on rajoute des paliers de gouvernance parce qu'on ne peut pas dire demain matin, on décentralise le CIUS puis on recommence où on était. Là, les gens en ont assez là, des réorganisations. Mais de travailler dans la gouvernance, donc là, on a rajouté un palier de gouvernance au niveau des CHSLD. Là. Okay. Donc, ça facilite beaucoup le travail. Ça va leur faciliter le travail.
On a vu aussi une grosse disparité entre les CHSLD publics et privés. Ici, là, ça, je pense qu'il va falloir aussi porter attention à ça. Là. On sent qu'il y a eu du laxisme à certains endroits. Je pense pas que c'est généralisé, mais écoute, il y a quand même des problématiques à valider. Là. Puis au niveau de la stabilité de la main-d'œuvre, ça joue beaucoup. Oui. Puis c'est sûr que dans les prochains mois, dans les prochaines années, la forêt, ça reste un dossier prioritaire. Qui était un peu mis en... Mais là, la pandémie a tout mis sur la glace. Oui, c'est ça. Mais quand même, il y a des belles choses qui se travaillent. On a eu, la semaine dernière, par le ministre Pierre Dufour, l'annonce d'une modification au régime forestier avec le BMMB, plus de prévisibilité forestière sur 3 ans. Il y a des éléments, c'est pas parfait, mais il y a des éléments qui vont aider à diminuer un peu le coût de la fibre et il y a d'autres belles annonces qui s'en viennent dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que pour moi, la forêt, c'est primordial. Et l'industrie du tourisme ici, on a une pépinière, je vois ici le parc des Grands-Rivières, il y a quelque chose à faire là. Oui. C'est sûr que moi, dans les prochaines années, je vais travailler avec les gens du parc des Grands-Rivières pour développer ce territoire-là qui est extraordinaire. Là. Comme les gens qui y habitent. Tout à fait. Je me plais à dire qu'on est le plus beau comté du Québec. Je suis d'accord avec toi. Nancy, c'est déjà terminé. Merci beaucoup de te prêter à cet exercice-là. J'espère que tu vas revenir et que ce sera des temps plus doux pour tout le monde. Que ce soit un bon temps des fêtes. Puis lâchez pas, parce que je sais que c'est pas évident. Puis vous subissez beaucoup de critiques, mais j'aimerais pas ça que dans vos souliers en ce moment. Je vous dis bravo. Même si tout n'est pas parfait, au moins j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Bien, merci beaucoup. Puis je répondrai toujours présente à vos invitations, soyez assurés. Puis si on ne se revoit pas personne, bien, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes tout le monde, puis mettez un petit peu de bonheur dans vos cœurs. Merci. Merci beaucoup, Nancy. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK? Sans faute. Prends soin de toi. Bye, bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Nouvelles du Haut-du-Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. Présenté cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.